Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour-du-Pin. Je suis toujours avec Philippe Guibert et Georges Fenech dans ce studio. Et Jean-Pierre Denis nous a rejoint, journaliste, écrivain et ancien directeur de la rédaction de La Vie. Évidemment, vous êtes très mobilisé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes très mobilisé parce que nous vivons, et je le disais tout à l'heure, un moment d'histoire. C'est une page d'histoire parce que c'est un chef d'État aussi qui s'en va. Un autre sera désigné. On évoquait dans l'heure précédente la puissance de l'Église catholique aussi sous un angle diplomatique. On oublie d'en parler, mais l'Église travaille également en coulisses. La cérémonie et les funérailles du pape François, c'est un événement également politique. Jean-Pierre Denis, d'abord, que va-t-il se passer entre ce soir et demain, puisque le cercueil du pape est désormais scellé? On va le veiller toute la nuit. Que va-t-il se passer jusqu'à la cérémonie? Il y a deux événements, vous dites, c'est une page d'histoire. C'est une histoire de nos vies aussi. Chacun se souvient d'un pape en particulier. On a aimé l'un ou l'autre. Moi, je vais vous avouer, c'est mon 3e conclave. Et je me souviens en particulier de la mort de Jean-Paul II. Voilà, j'étais sur la place Saint-Pierre. Et pour répondre à votre question, en évoquant la mort de Jean-Paul II, en fait, il y a 2 événements qui se déroulent en parallèle. Et c'est ça qui est toujours le paradoxe ou la difficulté quand on veut comprendre l'Église catholique. Il y a un événement populaire, religieux, un événement de foi, un pèlerinage. Et il y a quand même eu ces dizaines de milliers de personnes qui sont venues. Et puis, cette nuit, justement, ce qui va se passer, c'est que très tôt, dans la nuit, les premiers vont arriver pour être là. Parfois des gens qui étaient à Rome, d'autres qui sont venus spécialement. Moi, je vous avouerai que j'ai 2 enfants qui sont partis pour Rome et dans des conditions acrobatiques. Et puis en parallèle, arrive et s'organise quelque chose de tout à fait différent, pas très visible. On verra les chefs d'État sur la place Saint-Pierre, mais c'est autre chose qui va se jouer, qui sera dans les coulisses, en fait. Et ça, c'est le grand savoir-faire du Saint-Siège. Moi, je me souviens justement, lors des obsèques de Jean-Paul II, il y a eu une rencontre. Alors, elle n'a pas donné lieu à une photo, et elle n'a pas eu de très bons résultats. On va le voir pourquoi dans un instant, mais c'était une rencontre entre le président iranien, parce que le Vatican, en fait, a des relations aussi avec le monde chiite, le président iranien et le président israélien, qui se trouvait être, à l'époque, quelqu'un qui était né en Iran et qui donc pouvait parler directement persan avec son ennemi. Voilà, ce sont des rencontres qui sont très importantes. Et d'ailleurs, j'étais très étonné que Emmanuel Macron fasse savoir qu'il n'aurait pas de rencontre diplomatique à cette occasion pour respecter, dit-il, si j'ai bien compris, le deuil, la sensibilité des catholiques. En fait, ce sont 2 événements en même temps, et il se prépare ce soir, et toute cette nuit, ça va s'agiter autour de ça discrètement. Le Vatican, c'est ça qui est génial, c'est une toute petite administration. Faut bien. Enfin, on dit. C'est le plus petit État du monde, le Vatican. Rappelons-le. Moi, la première fois que je suis arrivé dans un ministère au Vatican, je m'attendais à rentrer à Bercy. Oui. Bon. Et en réalité, vous arrivez dans un vague bureau où il y a un planton à l'entrée, il y a 2-3 fonctionnaires, et ils arrivent à faire ça, à rassembler un sommet international dans des conditions acrobatiques, parce que c'est un enterrement, par définition, ça ne s'organise pas 6 mois à l'avance. Oui, mais tout est déjà très codifié. Oui. C'est Jean-Pierre Denis, non? Oui, tout est écrit, il n'y a pas une virgule qui change, et d'ailleurs, finalement, on dit beaucoup que les papes, on a dit que le pape François avait bousculé l'institution, qu'il voulait des obsèques extrêmement simples. Bon, si vous avez regardé comme moi le transfert de son corps de la Casa Santa Marta, cet hôtel où il logeait à l'intérieur du Vatican, jusqu'à la basilique, c'était extrêmement simple, mais enfin c'était absolument grandiose. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est filmé, réalisé par les télévisions du Vatican, avec un art consommé de la mise en scène. Alors ils n'ont pas besoin de beaucoup se forcer, parce que le décor est magnifique. Simplement cette colonnade du Bernin qui tend les bras vers le monde entier, c'est éblouissant. Donc c'est très 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 codifié, et les changements sont cosmétiques. Voilà, l'Église est une institution qui en réalité, elle est là depuis 2000 ans. Il y a une raison pour cela, c'est qu'elle change, elle s'adapte, elle est très plastique, mais à son rythme. Voilà, donc il y a toujours ceux qui trouvent que ça va trop vite ou pas assez vite. Elle change pas sur le fond. Jean-Pierre Denis, elle change pas. Les positions de l'Église catholique sont toujours les mêmes, même si peut-être qu'en surface, on dépoussière, mais sur le fond, ça ne change pas. Ça tient plus à la personnalité du pape, aux questions du moment. Sur les questions dogmatiques, elles ne changent pas. D'ailleurs, le pape François n'a pas changé grand-chose.
Il a eu des formules, c'est pas la même chose, c'est des mots, ce sont des... Vous savez, le pape, c'est une sorte de super curé du monde, donc il a une formule, il essaie de parler aux gens, on aime ou on n'aime pas, mais ça change pas tellement, autant qu'on l'a dit, nous, journalistes, en particulier journalistes politiques, on a besoin de dire, c'est un pape de gauche, c'est un pape de droite, il est réactionnaire, il est progressiste. Alors que pas du tout. Il y a des accents, il y a des sujets. Alors c'est vrai que la question des migrants, importante pour le pape François, elle a clivé, c'est certain, sur le plan politique. Mais en fait, pour lui, c'est juste une question qu'il perçoit, non pas pour des raisons idéologiques, mais avec son regard d'Argentin descendant d'une famille qui est partie d'Italie. Voilà, c'est une institution universelle, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle peut pas tellement bouger. Ce qui fait que chaque fois que vous avez des gens un peu militants qui disent il faudrait aller dans tel sens ou dans tel autre, en fait, le point de vue d'un Allemand progressiste, c'est pas celui d'un Africain qui est en général, culturellement attaché à une certaine stabilité sur la doctrine, même si, bon, la pratique peut être autre. Une certaine rigueur, effectivement, et c'est ce que disait votre prédécesseur. C'est le Sud maintenant qui porte l'Église catholique, c'est plus les pays les vieux pays. Les vieux pays, c'est vrai. Et Georges Fenech, vous vous souvenez peut-être, vous avez grandi avec une direction religieuse. Vous voulez savoir quelle est ma confession? Non, bah écoutez, je suis catholique, pratiquant, souvent. Oui. J'ai fait mes instructions religieuses, si vous voulez tout savoir, jusqu'à l'âge de 18 ans, oui. Vous avez suivi? Je crois que ça forme, oui, jusqu'à l'âge de 18 ans, ouais. Ah oui. Et ça forme... Vous avez poussé après la confirmation? Oui, j'ai poussé jusqu'à l'âge de 18 ans. Je faisais des retraites, c'était un mode de vie qui me plaisait bien. Philippe Guibert? J'ai grandi dans le catholicisme et je suis non-croyant. C'est ça, mais c'est très marquant, comme la culture catholique est très marquante à mes yeux. Et donc je regarde avec. Mais alors en même temps, quand je dis je suis non-croyant, je suis un agnostique, c'est-à-dire que je suis non-croyant et fasciné par les églises et les lieux de culte, et notamment catholiques qui sont magnifiques. Et donc je regarde les cérémonies du Vatican et je vais regarder demain matin ces obsèques avec un grand intérêt parce que c'est un rituel, un cérémonial, une liturgie que je trouve absolument fascinante. Et ce que vous disiez est très juste, c'est une institution, alors sous cette forme peut-être plus que millénaire plutôt que, mais qui est quand même, c'est institutionnalisé et c'est fascinant de voir une telle institution durer 2000 ans avec des choses extrêmement codifiées, effectivement, qui bougent relativement peu, vraiment à la marge. Faut dire les choses, qui ne bougent qu'à la marge. Et donc, c'est fascinant de voir, finalement, nous qui commentons souvent la politique, l'Église a une certaine ancienneté, et une certaine résilience. Et un rôle politique. Elle fait de la diplomatie. Je ne sais pas s'il est aussi important qu'avant, ça, en revanche. Écoutez, ça se fait dans les coulisses, que je voulais vous poser. Je ne sais pas. Jean-Pierre Denis. Vous savez, il y avait un pape qui s'appelait Benoît XV en 1914, pendant la guerre de 14. Il a essayé de dire peut-être que ça serait bien de plus s'entretuer. Là, la boucherie, ça suffit. Vous êtes quand même des peuples civilisés. Est-ce que vous voulez que je vous réunisse et qu'on discute? Ça lui a valu d'être traité de pape Bosch par la presse française et l'équivalent en allemand, évidemment, par la presse allemande. Donc, le Vatican, il sert de médiateur à condition que les deux parties veuillent. C'est ça la politique pour le Vatican. Jean-Paul II, par exemple, il avait réussi à régler un problème entre l'Argentine et le Chili, le canal de Beagle, si mes souvenirs sont bons. Ils avaient fini par se rapprocher, signer un accord. Donc, quand les deux veulent, oui. Et puis par ailleurs, il a évidemment contribué à la chute du communisme. Bon, l'Église il avait vraiment rencontré l'histoire à ce moment-là. Mais l'essentiel quand même de l'influence politique de l'Église, c'est surtout une influence de médiation. Moi, quand j'étais jeune, j'étais choqué parce que je voyais, pour employer un vocabulaire peut-être un peu simple, je voyais le pape qui recevait des méchants de temps en temps, enfin ceux qui me paraissaient des méchants. Et maintenant, je trouve ça très bien. Je pense que le pape doit recevoir tout le monde et parler à tout le monde, même et surtout à ceux qui ne sont pas catholiques, parfois même la Grèce. Et puis, vous voyez, Donald Trump fait le voyage. Je ne pense pas que ce soit un fan du pape François. Et c'est important. Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille Chrétienne, est avec nous en direct sur Europe 1, 20h24. Un mot aussi des chrétiens, des catholiques. Samuel Pruvot, comment vont-ils vivre cet événement demain, les funérailles du pape François ? Ils vont le vivre avec j'allais dire un peu comme tout le monde, peut-être une petite émotion supplémentaire parce que pape, en fait, pour un fidèle catholique, qu'il soit français ou argentin, en fait, pape, c'est papa.
Et du coup, c'est un peu notre papa que les catholiques ont perdu. Et du coup, il perd un être proche. Alors ça peut paraître étonnant de dire ça, parce que comment être le père d'1,4 milliard d'enfants sur la Terre, c'est quand même ce qui se passe oui, appelons ça quand même le mystère de l'Église catholique, c'est que dans cette organisation qui a été lancée par Jésus il y a fort longtemps, il a voulu qu'un simple mortel soit à sa tête, et un simple mortel avec vraiment de grosses lacunes, des gros défauts. On se souvient que dans l'Évangile, quand même, le premier à trahir Jésus de manière et catastrophique, c'est quand même Pierre. Et pourtant, il l'a choisi pour être à la tête de son Église. Et puis, il y en a eu 266, demain 267, qui ont cet office de Pierre. Et du coup, quand Pierre disparaît, quand Pierre meurt, il a beau être un simple mortel, on est dans la peine. Parce que oui, je pense que les catholiques ont perdu, leur papa, au-delà de toutes les polémiques. On aime un peu François, beaucoup, passionnément, pas du tout. Ultimement, le fait d'être catholique, c'est reconnaître en François une paternité. Et si on reconnaît pas cette paternité, c'est évidemment tout à fait possible, mais à ce moment-là, on peut plus se dire catholique. Samuel Pruvot, est-ce que, comme les enfants de Jean-Pierre Denis, il y a beaucoup de catholiques, de jeunes catholiques, plus ou moins jeunes, qui se sont précipités à Rome pour participer à l'événement demain? Alors, mes enfants se sont pas... pas les vôtres, mais ceux de Jean-Pierre Denis qui est dans ce studio. Non, mais c'est normal, parce que Jean-Pierre Denis a subventionné leur voyage, il les a même obligés... moi, je le connais un petit peu, c'est une famille qui marche avec le fouet. Non, mais pour tout vous dire, ça ressemble quand même un peu à l'histoire de Jean-Pierre Denis, quelque chose qui m'a beaucoup ému. C'est-à-dire que ma fille aînée a épousé un garçon qui a été baptisé à la Vigile Pascale, donc il y a très peu de temps. Oui. Et du coup, ils découvrent tout, alors même s'ils sont préparés pendant 2 ans. Et je voyais qu'il y avait une énorme émotion de sa part. Du coup, lui, il est travailleur social, donc il pouvait pas planter les ados dont il s'occupe pour partir à Rome, ni d'ailleurs ses enfants. Mais sinon, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'il aurait fait. Et j'ai un petit peu, comme c'est un garçon converti, j'ai lourdement insisté sur le fait que il avait beaucoup secoué l'Église, mais aussi dans le bon sens, pas que dans le mauvais sens. Et j'étais heureux de voir que ses yeux s'écarquillaient, parce que pour lui, un pape ne devait pas parler comme ça ou faire ça. J'ai essayé de lui dire, par exemple, il y a une anecdote que beaucoup de personnes connaissent, c'est le premier discours que François a fait à la curie, aux membres de la curie, en désignant leurs maladies, des maladies mortelles. C'est sûr qu'il les a quand même drôlement secoués. Alors, j'aurais pas aimé être à leur place. Et du coup, quand je lui racontais ça, je voyais mon gendre qui avait des yeux qui pétillaient et qui disait je suis content d'être devenu catholique, quoi. Ce sont de très jolies paroles. Mais merci beaucoup Samuel Pruvot, merci beaucoup Jean-Pierre Denis d'être venu dans ce studio. Demain, j'imagine que vous êtes mobilisés, Samuel Pruvot et vous-même, pour partager avec les auditeurs, les téléspectateurs aussi peut-être, ces funérailles du pape François. Sachez qu'Europe 1 est mobilisé, édition spéciale dès 8h demain matin avec Lénaïg Monnier. Merci beaucoup. Dans un instant, le journal permanent. Et nous allons revenir sur cette épouvantable attaque au couteau. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Il est 20h28 sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe